Donc, c'est ce qui close le dernier thème, la partie débat. Nous allons maintenant passer à la période de questions. On avait le droit de... Excuse-moi, je suis mêlé. Donc, par rapport aux différents moyens de pression utilisés, donc, premièrement, c'est important de savoir que c'est pas de gaieté de cœur qu'on se prépare à faire la grève, c'est pas de gaieté de cœur qu'il y a environ 130 000 étudiants qui font la grève en ce moment. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites. Il y a eu plusieurs rencontres avec le gouvernement qui ont eu lieu. Il y a eu une pétition de plus de 30 000 noms qui ont été remis il y a environ 1 an et demi au gouvernement. Il y a eu une rencontre des partenaires en éducation où on avait été invités, où les fédérations étudiantes ont décidé de participer. On s'est rendu compte qu'on faisait rire de nous alors que toutes les options étaient sur la table. Ils ont ouvert la rencontre en spécifiant qu'il n'y aurait pas de gel de frais de scolarité, c'était nécessairement une hausse, alors qu'on nous avait dit que toutes les options étaient sur la table. Il y a eu plusieurs autres actions. Il y a eu une manifestation de 55 000 personnes à Montréal, des gens qui réclamaient un budget équitable, ce qui incluait un gel des frais de scolarité. Il y a aussi eu différentes actions de sensibilisation par rapport à ça, des tentatives de rencontre avec le gouvernement. Le 10 novembre dernier, il y avait 30 000 étudiants dans les rues de Montréal qui réclamaient le gel des frais de scolarité. La réponse du gouvernement à cette manifestation-là, ça a été de payer une firme de consultants externes à des dizaines de milliers de dollars pour faire des sites qui faisaient la promotion de la hausse des frais de scolarité et d'acheter les mots-clés des différentes organisations étudiantes, donc des noms des organisations étudiantes, ce qui fait que lorsque tu tapais sur Google, par exemple, le nom de la fédération étudiante, tu tombais sur le site de propagande du gouvernement du Québec. Donc, pour l'instant, nous, ils veulent toujours plus nous rencontrer. Alors, c'est pas des gaietés de cœur qu'on se rend là, mais c'est un moyen qui marche, c'est un moyen qui va obliger le gouvernement à négocier. En 2005, le gouvernement avait coupé 103 millions de dollars dans les prébourses. Les étudiants se sont mobilisés. On fait un peu comme le comité contre la hausse des frais de scolarité fait ici en même temps, des tournées de classe, des débats. Ils ont fait la grève, ils s'y sont rendus et ils ont gagné. En 1996, les gouvernements voulaient hausser les frais de scolarité. Les étudiants se sont mobilisés, ont fait la grève et ils ont gagné. Le gel a été maintenu. On peut faire la même chose maintenant en 2012. Dans l'histoire, on voit que les grèves étudiantes ont donné des résultats concrets, ont permis des gains. Ensuite, pour ce qui est, en fait, ici, pour ce qui est de la légitimité de ce moyen-là, il y a déjà en ce moment un comité d'environ une trentaine de personnes qui organisent des actions par rapport à ça, qui sensibilisent les gens pour aller en grève. Il y a de plus en plus de gens qui se rallient. Les carrés rouges pullulent partout dans l'école. Il y a une manifestation interne de 70 personnes qui a été tenue mardi dernier. Donc, des gens qui ont marché silencieusement dans le cégep en rouge pour signifier leur approbation à la campagne qui est menée en ce moment. Aussi, pour ce qui est des cours d'été, je tiens à spécifier que les cours, oui, pourraient être légèrement repris. Cependant, en 2005, lorsqu'il y a eu une grève de quelque chose comme 2-3 semaines ici, c'est quelque chose comme 1 ou 2 jours qui ont été repris. En tout cas, du moins, c'est ce que les gens qui étudient en sécurité incendie et les professeurs de sécurité incendie m'ont dit ce matin lorsque j'étais dans leur pavillon. Aussi, pour la session d'été, non, la session ne sera pas annulée. Non, la session d'hiver ne sera pas annulée. C'est jamais arrivé dans l'histoire. Ça sera un coût économique beaucoup trop grand pour le gouvernement. S'il y a besoin d'avoir un décalage de quelques jours pour la session d'été, elle aura lieu. Il faut ce qu'il faut. Il ne faut pas oublier aussi que la raison pour laquelle, à Montmorency, si une session, ça coûte moins de 200 $, c'est parce qu'il y a des gens avant nous qui sont battus. Parce que le véritable coût d'une session, on parle plutôt de 5-6 000 $, par exemple, pour des étudiants étrangers qui viennent étudier au collège. Mais la raison pour laquelle c'est si abordable, c'est parce qu'avant nous, nos parents, nos grands-parents ont fait des manifestations, ont fait des grèves, et c'est beaucoup grâce à eux si plusieurs d'entre nous sommes ici aujourd'hui. Si une session à Montmorency, ça coûtait 5-6 000 $, il n'y aurait peut-être pas 7 000 étudiants qui étudieraient ici au collège, il n'y aurait peut-être pas autant d'étudiants de la classe moyenne, peut-être pas autant d'étudiants des milieux défavorisés. Moi, ce que je me dis, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, c'est à notre tour de, oui, faire un sacrifice, mais de faire un sacrifice qui est calculé pour donner aux générations futures la chance d'accéder à une éducation abordable et de qualité. Et tous les moyens qu'on a énumérés, on a tout fait. On a tout fait ce qu'on pouvait pour essayer de faire reculer le gouvernement. J'ai personnellement rencontré la ministre de l'Éducation pour essayer de la convaincre. J'ai personnellement rencontré le cabinet du premier ministre pour lui présenter nos différents arguments. Mais à tout ça, ce qu'ils nous répondent, c'est « on veut rien savoir ». Nous, on veut augmenter les frais de scolarité, c'est ça notre plan. Puis peu importe ce que vous allez nous dire, on ne va pas reculer. Donc face à ça, il faut faire un choix. Et ce que nous propose le comité pour l'augmentation des frais de scolarité, c'est d'être des citoyens tapis sur lesquels le gouvernement s'essuie les pieds. Moi, je pense qu'au contraire, on a la chance aujourd'hui de se tenir debout, d'envoyer un message clair au gouvernement Charest et de lui montrer que les jeunes ne se laisseront pas passer une augmentation des frais de scolarité.
Merci, et j'aimerais m'excuser de ma confusion. Là, je pense que c'est vraiment fini, la partie débat. On va passer à la période de questions. Donc, je vous en explique le déroulement pour que ça aille rondement et que le plus de gens possible puissent poser les questions s'ils veulent le faire. Donc, je vous demanderai d'abord, si vous avez des questions à poser, de vous assurer de poser des questions et de ne pas formuler des commentaires. Si vous avez un commentaire à faire, formulez-le sous forme de question. Ça permettra aux intervenants d'y répondre, puisque c'est le but, c'est de les entendre sur les questions que vous avez à poser. Donc, les réponses, le temps de réponse sera de 2 minutes par équipe. On pourra peut-être voir qui se sent le plus en verve pour chacune des questions pour savoir qui commencera à répondre. Est-ce que ça vous convient, les deux cas? Donc, 2 minutes par camp pour répondre aux questions. On semble d'accord avec la façon de procéder. Donc, et pour souligner la Journée internationale de la femme, en ce 8 mars, je propose que si des garçons et des filles se présentent au micro, on commence par une femme, donc qui aura le premier droit de parole, et ensuite qu'on y aille par alternance, pour être sûr que si on n'a pas le temps de passer toutes les questions, au moins il y a des questions qui viennent en part égale d'hommes et de femmes. Donc, je vous invite, si vous voulez poser des questions, à vous présenter au micro central qui est juste ici devant moi, à les formuler de façon claire, la plus brève possible aussi, et bien sûr la plus respectueuse possible. Donc, c'est effectivement une demoiselle. Ça tombe bien. Moi, j'ai une question pour savoir la majorité de l'argent de cette hausse-là va aller où? Moi, j'aimerais savoir la majorité de l'argent de cette hausse va aller dans les mains de qui? Donc, est-ce que on tire à pile ou fait? Ça vous va si c'est Mme Rogers qui prend la parole? D'accord, et on chronomètre 2 minutes. Journée de la femme, on y va de femme en femme, ça commence bien. Alors, un tiers de la hausse ira directement dans les prêts et bourses. C'est-à-dire que les étudiants les plus démunis auront de l'aide financière. Le 2 tiers ira à pallier au sous-financement actuel. La majorité, là, où est-ce que l'argent va aller, puis les universités, où est-ce qu'ils vont mettre le surplus d'argent, ça va être pour rendre de meilleures réputations nos universités et nos collèges, de réinvestir dans le matériel informatique, de réinvestir dans le moyen de rendre nos diplômes compétitifs, soit en engageant des professeurs permanents, des professeurs, des cerveaux mondiaux, chose qu'on n'a pas du tout à l'Université du Québec de Montréal. On n'a que des chargés de cours, on n'a que des professeurs à statut temporaire qui dévaluent un peu la qualité de nos diplômes. Puis, sinon, l'argent en tant que tel vont pouvoir de rendre nos universités plus accessibles en matière d'intellectualité. Puis, je pense que Vicky aimerait rajouter quelque chose. À Toronto, la très célèbre University of Toronto peut se payer 10 prix Nobel parmi leurs professeurs. C'est quand même pas rien, 10 prix Nobel. Alors que la très prestigieuse Université McGill, ici même à Montréal, malheureusement n'a pas les moyens financiers de se payer d'aussi bons professeurs qui ont tellement de bons savoirs et tellement de bonnes recherches. Donc, quand même, 10 prix Nobel, c'est pas rien. Merci. Messieurs? De dire que la majorité de l'augmentation des frais de scolarité ira en amélioration de la qualité de l'éducation, c'est faux. En fait, 35% de l'augmentation des frais de scolarité va aller au maintien du programme de prêts et bourses. Un autre 20% va servir à pallier les différents crédits d'impôts provinciaux et fédéraux pour les frais de scolarité. C'est donc dire que 55% de l'augmentation des frais de scolarité sert aux différents programmes administratifs. Donc, aucun sou qui va à l'amélioration de la qualité de l'éducation. Pour ce qui est du 45% restant, une bonne partie de cet argent-là va servir à améliorer le positionnement concurrentiel des universités. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire davantage de publicité, davantage de promotion pour attirer des clients des différents pays, pour les attirer ici au Québec. Une autre part du financement va également aller à l'amélioration de la gestion des universités québécoises. Ça, c'est-à-dire davantage de bureaucratie. Et pour les sommes qui restent, qui sont censées aller en amélioration de la qualité de l'éducation, laissez-moi en douter.
Par exemple, depuis 2007, les frais de scolarité au Québec ont augmenté de 30 et on nous avait promis que ça servirait à améliorer la qualité de l'éducation. Pourtant, et de l'aveu même du comité du pot, il n'y a eu aucune amélioration tangible dans la qualité de l'éducation. Les universités québécoises ne se sont pas particulièrement améliorées lorsque les frais de scolarité ont augmenté au Québec.